Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive, ils nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Le principal producteur d'huile de palme dans le monde, c'est l'Indonésie et la Malaisie, qui en exportent 75-80% je crois de la production mondiale. C'est des tout petits pays en soi, mais pourtant c'est les principaux producteurs. Et comment est-ce qu'ils font ? Ils ont simplement remplacé toute leur forêt primaire par des champs d'huile de palme. Donc on a un pays qui a perdu des surfaces démentielles de forêt, qui continue d'en perdre tous les ans, plus de 500 000 hectares par an. 500 000 hectares, c'est la surface des Bouches-du-Rhône, ou encore 50 fois la surface de Paris. Je vous propose donc aujourd'hui de parler d'un sujet central, l'huile de palme. Pourquoi l'huile de palme a-t-elle été choisie parmi d'autres huiles ? Faut-il continuer à l'utiliser ? Faut-il faire confiance au label durable RSPO ? C'est le sujet d'une partie de notre discussion avec Loïc Guichaoua, cofondateur de Papa Outan, une pâte à tartiner à faire soi-même avec seulement 3 ingrédients et sans huiles ajoutées. Loïc a lancé également avec Thibaut Manant leur startup studio Sensei Family, qui a pour ambition de lancer plusieurs startups à impact avec un business model particulier, redonner 10% de ses bénéfices à une association partenaire. Loïc nous partage également les étapes pour sauter le pas et lancer sa startup à impact. Bref, un épisode riche en enseignements. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Guichaoua. Comment tu vas, Loïc ? Salut Antoine, ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Je suis heureux de pouvoir discuter avec toi dans la nouvelle saison de Demain est durable, la saison 2. Espérant qu'elle soit aussi enrichissante, et je n'ai aucun doute dessus, que la saison 1. Pouvoir parler aujourd'hui de toi, de ce que vous faites avec Papa Outan et plus globalement de Sensei Family, de l'huile de palme, de cette thématique et de votre nouveau bébé Nemo qui arrive également très bientôt. Je vais plutôt aller à l'essentiel. Je vais te demander d'abord de te présenter. Ouais, écoute, moi c'est Loïc, j'ai 30 ans et depuis 1 an et demi, je travaille avec Thibaut Manant, qui est mon cofondateur sur Sensei Family et donc comme tu l'as dit sur Papa Outan, cette pâte à tartiner à faire soi-même et sur Nemo très récemment depuis ces derniers mois, qui est un soda qui ambitionne de sauver les océans entiers. Ok, on va parler de tout ça pendant l'épisode. Avant de démarrer et de pouvoir davantage parler notamment de l'huile de palme avant d'enchaîner sur d'autres thématiques, je voulais parler de toi, de ton déclic plus particulièrement et de moment où tu as voulu fonder avec Thibaut, Papa Outan et plus globalement Sensei Family. Est-ce que tu peux nous raconter cette période-là ? Ouais, bien sûr. Peut-être un tout petit peu de background pour te donner du contexte. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce, c'est Toulouse, et après ça, j'ai fait des stages en finance. Donc moi, je partais pour vraiment un parcours financier classique, on va dire. Je suis passé par l'école 42 aussi, parce que pendant une de mes expériences professionnelles, j'étais en freelance pour une société financière, donc j'avais un peu de temps à côté et donc l'école 42 c'est de la programmation informatique. Donc j'ai un peu cette double casquette et après 3 ans en finance, je travaillais en fait en fusion-acquisition entre Paris et Shanghai en Chine. Je commençais à me poser pas mal de questions. J'étais devenu végétarien depuis 1 an, avant de quitter mon job en fait un beau jour parce que j'ai pris la décision d'arrêter la finance et de rentrer, de me baser définitivement à Paris pour lancer ma boîte. Et du fait de mon parcours, je pensais assez naturellement aller vers la création d'un SaaS, donc vers un software as a service, un service web à vendre par abonnement, quelque chose d'assez répandu aujourd'hui dans le milieu startup, puisque je savais coder un petit peu. Et je suis rentré à Paris fin 2019, du coup, après ces 3 ans en finance, et j'ai commencé à chercher un cofondateur. Parce que ça, je pense que c'est
on pourra en parler sur les conseils pour se lancer, mais je pense que c'est primordial de ne pas être tout seul, si on veut aller loin en tout cas. Et non pas qu'on puisse pas le faire tout seul, mais moi je sentais que j'en avais besoin. Et en fait, je me suis mis à rencontrer les gens et je leur parlais pendant 20 minutes de SaaS et de tech. Et la dernière minute, je disais, au fait, si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans un projet impact, je suis aussi intéressé. Et c'est marrant parce que c'est cette petite minute sur les 20 qui a fini par prendre le dessus et je me suis mis à rencontrer plus de gens impact que de gens que de gens tech. Et comme quoi, lapsus. Et en fait, j'ai rencontré Thibaut un jour, on devait prendre 15 minutes, un café, on a passé 3 heures dans le bar à discuter, à parler de son projet, puisqu'à la base, son idée c'était de lancer cette pâte à tartiner anti-huile de palme. Et moi, ça m'a fasciné l'idée de changer comme ça les produits dans les rayons des supermarchés en France. Et voilà, on peut en parler. Je suis pas déçu du voyage jusqu'à maintenant. Bien heureusement, et on n'est pas déçu aussi. Je suis persuadé que qu'à terme, Papa Outan deviendra l'un des cas d'école sur cette thématique-là. Avant de revenir sur Papa Outan, sur ton déclic, tu disais qu'à la fin de tes interviews, on va dire, de tes moments où tu demandais justement d'aller travailler sur du SaaS, tu parlais d'impact, de personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par cofonder une boîte à impact. D'où est venu ce petit déclic-là d'aller demander ça à la fin? Est-ce que tu as un moment où t'as switché, tu t'es dit ça peut être aussi cool de lancer ça et plutôt que de lancer du SaaS qui est très bien aussi, mais on va dire plus répandu. Ouais, non, j'ai pas donné, c'est vrai, assez d'infos. En fait, quand je suis revenu à Paris, fin 2019, du jour au lendemain, je suis devenu vegan, zéro déchet et minimaliste, c'est-à-dire que j'achetais rien de neuf, etc. J'avais pris la décision de plus rien acheter de neuf. Et oui, comment j'en suis arrivé là? Je pense qu'on remonte 2 ans avant, peut-être. J'étais encore en finance et je me rappelle d'aller à Marseille boire un verre avec des amis. Et un bon pote qui lançait sa startup impact depuis un bon moment m'a parlé de l'environnement et tout ça. Et en fait, moi j'en parlais depuis 10 ans, peut-être depuis mes 20 ans en école de commerce, je débattais, la planète, c'est urgent, il faut faire quelque chose, c'est horrible, etc. Mais en fait, dans ma vie au quotidien, je faisais vraiment pas grand-chose, voire rien du tout pour améliorer les choses. J'en parlais beaucoup, mais vraiment dans mes actions, c'était zéro, quoi. Et ce café en terrasse m'a mis une grosse claque. Et en seulement 15 minutes, je suis arrivé tout sourire pour voir mes potes et je suis reparti vraiment, mais profondément déprimé, quoi. Et ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait aussi vite. Et le lendemain, je déjeunais avec ma famille, ils me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pâle, Loïc, qu'est-ce qui va pas, quoi? Et je leur ai expliqué, voilà, j'ai un pote qui m'a expliqué, je comprends mieux. En plus, c'est le pote qui a vraiment les sources scientifiques, qui côtoie un peu tout le gratin écolo au bon sens du terme de France. Donc, il a les infos à vif, il est passionné de science, c'est un génie de maths, on était potes en prépa. Il sait de quoi il parle, quoi. Donc, il a su me convaincre. Et voilà, et ça a lancé le petit cheminement dans ma tête. 1 an plus tard, je devenais végétarien, et 1 an plus tard, comme je le disais, j'arrive à Paris. Et comme ça y est, ça veut dire gros changement de vie. J'ai quitté mon job, je m'apprête à lancer ma boîte. Je prenais le contrôle de mon quotidien et je me suis dit ça y est, toutes ces choses que j'ai voulu faire depuis 1 an, 2 ans là, je les fais et je minimise mon impact au quotidien à l'échelle individuelle. Et en fait, ça, bien sûr, c'était aussi une des choses qui m'a motivé à quitter la finance. C'était pas le métier le plus impactant. On prenait pas mal l'avion quand même, puisque c'était des métiers de conseil, il faut être en face à face. Mais à part ça, il y a pire. Mais quand même, je me suis dit, c'est dommage de faire un métier exigeant, certes, mais je pourrais être tellement plus utile ailleurs, dans quelque chose qui réponde à l'urgence climatique d'aujourd'hui, climatique et sociale. Et, euh, et après, je suis quand même rentré à Paris en me disant, bon, j'ai des compétences tech, c'est sexy, j'ai mon habitus de classe qui m'a mis qui m'a mis sur les tracks pour lancer une start-up dans la finance, dans la tech, etc. Suivre le schéma classique, donc je continuais sur ce schéma classique. Et en fait, je m'en suis libéré peu à peu, je me suis écouté de plus en plus, et c'est sûrement cette liberté en fait d'avoir mis un peu de sous de côté après 3 ans de vie professionnelle, de vraiment me poser des questions de ce que je voulais faire de ma vie, etc. Donc même si en sortant de l'expérience professionnelle, j'étais toujours en train de me dire bon allez, je vais faire ce qu'on m'a dit, je vais lancer une startup tech, etc. J'avais de plus en plus de place pour réfléchir à moi ce que je voulais faire et donc à toutes ces valeurs d'impact que je voulais absolument mettre en œuvre dans ma vie professionnelle aussi. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond totalement à ma question. Et avant c'est un sujet qui est très intéressant sur toi, quand tu disais
de passer justement du schéma classique à s'autoriser à passer dans de l'impact plus précisément. Est-ce que tu as, je sais pas, des conseils à donner aux auditeurs et auditrices sur cette partie-là? Peut-être je sais pas, pas une méthode, on va dire, mais une manière de faire qui peut-être t'a permis toi de te libérer sur cette partie-là. Enfin, libérer peut-être un grand mot, mais en tout cas d'aller sur cette thématique. Tu veux dire quelqu'un qui est en plein dans sa vie pro classique telle qu'on l'attend, telle que ses parents, ce que ses parents veulent de lui ou d'elle, et comment peut-être en sortir pour aller plus vers ce qu'on veut soi, c'est ça? Exactement. Ouais, bah écoute, moi il y a eu plusieurs déclics, des passages impératifs, je pense. Et le premier, c'est un peu triste tout ce que je vais dire, mais c'était la sécurité financière. C'était de me dire, ça fait 3 ans que je bosse, j'ai mis un peu de sous de côté. Maintenant, et comme je pense la plupart des gens euh, à Paris ou autre, en province, on se pose une question à ce moment-là, c'est soit ok, je commence à acheter un appart, soit je m'achète 2 ans de vie quoi. Et moi, c'est vraiment là que je me suis dit, waouh, si je veux, là, tout de suite, je peux m'arrêter de travailler pendant 2 ans et je fais ce que je veux. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et je pensais même pas forcément à l'écologie ou quoi, c'était juste ça, de me dire, ça y est, je peux potentiellement être libre si je veux. Et c'est un luxe incroyable, tout le monde ne l'a pas, j'étais en finance, voilà, donc c'était quand même avantageux, j'en suis conscient. Mais je pense que des fois, il en faut peu, on peut vivre pour pas grand-chose si on est un peu raisonnable mois par mois. C'est-à-dire qu'on peut quitter son emploi et pas non plus dépenser 1 500 € par mois à chaque fois. On peut tout à fait essayer d'être un peu malin et de dépenser beaucoup moins et de tenir dans la durée avec des économies moindres. Et bref, ça c'était vraiment le premier déclic. Et ensuite, ça a laissé de la place pour tout le reste, quoi. Et tout le reste, c'était bah voilà, ce à quoi je pensais à ce moment-là, toutes ces valeurs écologiques, etc. Cette décision très forte de vraiment drastiquement transformer mon quotidien pour prendre mes responsabilités, hein. Moi, c'était vraiment ça. Je voyais ça comme un devoir et je pouvais plus continuer à juste ignorer l'état du monde autour de moi. Je devais contribuer. Et en fait, ça a déteint sur mon projet professionnel. Et puis en fait, quand j'ai rencontré Thibaut, moi j'avais pas d'idée de lancer un projet impact précis, j'avais pas vraiment de projet impact en tête. Mais par contre, quand un projet impact a montré le bout de son nez, bah, j'ai saisi l'opportunité comme jamais, quoi. Parce que moi j'incarnais à fond tout ça, quoi. J'étais vraiment, j'attendais que ça. C'était vraiment l'alignement des planètes pour moi de sauter dans un projet impact. Et Thibaut, c'est génial parce que voilà, il avait en fait, Thibaut, il a ce talent en marketing, communication. Donc, en fait, même avant que je le rencontre, le pote qui nous a mis en relation m'a envoyé une vidéo qu'il a faite, qui est un peu un manifeste en vidéo de 2-3 minutes où il dit, voilà, il nous reste 10 ans pour changer les choses. Faut agir très, très punchy, très concret. Et ça m'a mis, pareil, une grosse claque. Et j'ai dit, il faut absolument que je rencontre ce gars. Et j'étais déjà presque convaincu avant de le rencontrer. Ok, très clair. Bah, t'enchaînes très bien sur Papa Outan, sur ce démarrage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et bien entendu présenter Papa Outan en détail avant de parler du sujet tricky de l'île de Palme. Ouais, ouais, je vais plonger dedans et puis même, je réalise, je vais peut-être donner un conseil encore plus pratique sur ta question d'avant, sur comment sortir hein, de cette vie un peu classique telle qu'on nous l'a construite pour nous, mais qui n'est pas vraiment la nôtre. Hein. Et il y a un bouquin qui est génial, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, euh, qui est un best-seller et tout ça pour dire que si on a un job à temps plein et qu'on n'a pas forcément d'économie, on peut tout à fait rentrer dans la stratégie que décrit Tim Ferriss dans son bouquin de se libérer du temps peu à peu. Donc, c'est-à-dire gagner en productivité au travail, négocier 1 ou 2 jours off en remote à la maison avec son boss. Bon là, en temps de Covid, ça devient un peu la norme, tant mieux. Mais aujourd'hui, le fait de travailler chez soi, en fait, et que ce soit en temps de Covid ou pas en temps de Covid, mais le fait de négocier du temps chez soi, on gère son temps comme on veut et on travaille plus qu'à l'objectif. Donc tant qu'on délivre à son boss, on est tranquille. Et enfin, je vous le souhaite. Si vous avez un boss qui est un peu relou et qui vous surveille en para, désolé. Il faut changer de Mais travail. ouais, si on peut, idéalement. Mais sinon, voilà, c'est vraiment essayer de se libérer du temps. Et tout ce temps qu'on se libère, toute cette productivité qu'on met en place pour se libérer de son emploi à temps plein, bah, c'est du temps qu'on peut allouer à un projet. Donc là, on n'est pas forcément obligé d'avoir des économies de côté, on peut juste se libérer du temps pour commencer à travailler sur autre chose. Et comme à nouveau Tim Ferriss le dit dans son bouquin, c'est peu à peu réussir à générer du revenu au fil des mois, des années. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave. On construit son avenir, c'est génial. Se construire une source de revenus alternative, autre que son job temps plein, et pourquoi pas un jour switcher complètement et quitter son job temps plein pour
passer sur son projet intact ou autre. Voilà. Et je vais peut-être revenir par contre sur ta nouvelle question sur donc Papa Outan et l'huile de palme, c'est ça? Exactement. Du coup, ouais. Alors en fait, la petite histoire sur peut-être comment Thibaut a eu l'idée, c'est que lui, il adore les singes depuis qu'il est tout petit et les orang-outans notamment. Il lit plein de BD, il avait des doudous d'orang-outans. Voilà. Je sais pas comment il est tombé dedans petit, mais voilà, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il vit entre Paris et Lille et sa famille est à Lille. Et quand il va les voir, c'était quand? C'était septembre 2019 ou juillet 2019 pendant l'été. Il est venu chez ses parents et au petit-déj, il y avait un pot de Nutella sur la table. Et alors, peut-être qu'il s'était détendu depuis qu'il avait quitté la maison, que du coup, il a acheté du Nutella, mais il a tout de suite fait la remarque en disant, bah, attention, le Nutella, ça tue les orang-outans. Du coup, sa maman a dit, bon, bah, ok, elle a enlevé de la table, il a donné de la confiture et elle lui a dit, c'est bon, quoi, prends ça et puis on verra après. Et il est revenu quelques semaines après, et qu'est-ce qu'il y avait sur la table cette fois-ci? Une pâte à tartiner faite maison. Sans huile de palme, bien sûr. Et c'est là que Thibaut s'est dit, ah, mais la vache, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît de switcher, de passer d'un produit qu'on considère irresponsable à un produit plus responsable, en tout cas, ou en tout cas d'expérimenter, quoi. Et c'est là qu'est venue l'idée de se dire, ok, bah, moi, je vais créer des alternatives aux produits irresponsables dans les supermarchés. Et, euh, et du coup, oui, ce sujet de l'huile de palme, il est très très important, très polémique. On a des groupes comme Ferrero qui lâchent rien, qui sont à fond sur l'huile de palme et en partie pour de bonnes raisons. Mais il y a aussi une histoire en fait de cette industrie de l'huile de palme que moi je trouve désastreuse et qui me touche beaucoup. C'est que le principal producteur d'huile de palme dans le monde, c'est l'Indonésie et la Malaisie qui en exportent plus de 75-80%, je crois, de la production mondiale. C'est des tout petits pays en soi, hein, mais pourtant c'est les principaux producteurs. Et comment est-ce qu'ils font? Ils ont simplement remplacé toute leur forêt primaire par des champs d'huile de palme, quoi. Donc on a un pays qui a perdu des surfaces démentielles de forêt, qui continue d'en perdre tous les ans, hein, plus de 500 000 hectares par an. Ça amène plein d'autres, ça a plein d'effets sur l'environnement là-bas, que ce soit, on a plus de 150 000 orang-outans qui ont disparu depuis les années 2000. On a eu en 2015 des feux de forêt tellement intenses que l'air était devenu très toxique et il y a eu énormément d'hospitalisations et de décès d'habitants d'Indonésie. Ces feux de forêt sont bien sûr des feux de forêt pour déboiser, pour faire place à des cultures d'huile de palme. Et il y a un chiffre qui m'a complètement scotché quand on a fait notre recherche, c'est que c'était en 2008, je crois, parmi les pays qui émettaient le plus de CO2 au monde, pardon, on avait donc les États-Unis, la Chine, je ne sais plus qui était le premier ou le deuxième, peu importe, et troisième place, alors là, mais impossible de s'y attendre, c'était l'Indonésie, quoi. L'Indonésie, un pays dont on parle très peu, était le troisième émetteur de CO2 au monde en 2008. Et ça, je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est absolument incroyable. Et ça, c'était dû aux feux de forêt, rien que les feux de forêt, pour faire place à des champs d'huile de palme. Donc colossal, quoi. En fait, quelque chose qui est vraiment la norme chez nous, c'est partout dans le supermarché, c'est dans des milliers de produits, il y a de l'huile de palme absolument partout, et ça cause vraiment une dévastation démesurée dans ce pays, à la fois pour la biodiversité, puis pour les populations locales aussi. On va même pas trop rentrer dans les détails, hein, mais qui se font déposséder de leurs terres petit à petit par des industriels peu scrupuleux, bref. Et en face de tout ça, on a des gars comme Aurélien Brulé, de son nom indonésien Shani, qui est parti à 17 ans là-bas, qui était passionné d'orang-outans un peu comme Thibaut, qui avait écrit un bouquin à 16 ans, je crois, sur les orang-outans, qui s'est fait repérer par des scientifiques qui trouvaient son analyse super pertinente. Et Muriel Robin a entendu parler de lui quand il avait 17 ans et lui a dit qu'elle lui offrirait son rêve, c'est-à-dire d'aller en Indonésie observer les orang-outans en liberté. Et donc sacrée histoire, il est parti là-bas, il est jamais revenu, ça fait 24 ans je crois. Il a ouvert une réserve sur place pour protéger les orang-outans. On a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube pour présenter le personnage qui est un vrai héros à mon avis. Et on a des gens voilà comme ça en face de l'industrie de l'huile de palme, on a quelques petits héros qui se battent au quotidien pour constituer des réserves naturelles. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont repérer les terrains que les industriels de l'huile de palme veulent acheter. Et ils vont être malins, ils vont se dire bah moi je vais acheter juste un terrain au milieu de leur parcelle qui va faire qu'ils vont plus être intéressés par la parcelle. Et donc il fait ça de manière très très maligne avec les peu de moyens qu'ils ont. Et il arrive à bloquer des aires entières,
face aux industriels de l'huile de palme, et ensuite il constitue ces réserves naturelles qui appartiennent donc à l'association qu'il a créée là-bas, qui s'appelle Callaway. Et ils ont un peu plus de, que je dise pas de bêtises, 1100-1200 hectares à ce jour. Je crois que c'est un peu plus même. Et avec Papa Outan, on soutient donc depuis l'année dernière le financement de l'achat de terre pour la forêt de Doulan, qui est une de ces forêts qui est particulièrement menacée puisqu'elle est encerclée d'industriels de l'huile de palme et de mines de charbon qui veulent tous Ok. s'étendre sur ces zones-là. Voilà un petit peu pour le paysage. Ok, très bien. Il y a beaucoup de sujets à discuter. L'huile de palme, bien entendu, on va s'y concentrer pour l'instant, mais également votre différenciant d'aller créer des entreprises qui sont connectées à des associations locales et notamment Callaway ici pour Papa Outan. Avant de parler de ce sujet association entreprise qui est également ultra intéressant sur l'huile de palme, tu disais que l'huile de palme était présente partout. Quand on pense à l'huile de palme, on pense au Nutella, bien entendu, comme tu as pu l'indiquer, et d'où est venu aussi le concept de Papa Outan. Dans quel autre type de produit on retrouve justement cette huile de palme qui, comme tu disais, est à bannir plus globalement? Oui, alors pareil, hein, il faut rentrer dans le détail de ce débat aussi autour de l'huile de palme parce que il faut savoir que l'huile de palme, ça reste l'huile qui est la plus efficace en termes de productivité. C'est-à-dire que pour 1 hectare de terre, on produira toujours plus d'huile de palme que d'huile de soja ou d'huile de je ne sais quoi. Donc à terme, c'est quand même une vraie option à considérer pour répondre à nos besoins en huile. Donc là, on pourra approfondir si tu veux, mais c'est un sujet complexe. En fait. Le problème, c'est que la demande et l'évolution de la demande a été telle au cours des 30-40 dernières années. Euh, Ça venait des industriels qui aimaient ses propriétés. C'est une huile qui résiste bien à la chaleur, qui a des propriétés de conservation du produit, parce que ça stabilise les produits comme les pâtes à tartiner, etc. Ça donne une texture particulière, etc. Ça a plein d'avantages produits. Mais ils sont tellement à avoir fait ce choix que eh bien, la demande a explosé au fil des années et les pays n'ont pas pu suivre de manière soutenable et ils ont dû déboiser massivement. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on arrive à des pays qui sont dévastés comme l'Indonésie, où en fait il reste très peu de surface de forêt primaire et les seules surfaces de forêt primaire qui restent, j'exagère un peu, mais c'est quasiment que des zones montagneuses ou des zones qui n'intéressent pas ces industriels d'huile de palme parce qu'elles ne peuvent pas être exploitées pour faire des champs, des cultures. Et du coup, en fait, on a aujourd'hui des labels comme le RSPO, qui est ce conglomérat d'industriels et de quelques associations comme le World Wildlife Fund, WWF, qui ont créé ça au début des années 2000 pour essayer de responsabiliser la production d'huile de palme, etc. Sauf qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de dénonciations. C'est, euh, c'est connu tout ça. Il y a des tonnes d'articles des associations les plus réputées au monde et des plus grands médias qui ont dénoncé ça. Et en fait, aujourd'hui, en 2020, là, je crois qu'ils ont modifié une partie de leur label pour garantir l'absence de déforestation. Et en fait, ils disent que quand on achète de l'huile de palme RSPO, il n'y a plus de déforestation. Mais en fait, cette huile de palme RSPO, elle est produite sur une ancienne forêt primaire. Cette même huile de palme RSPO. Et ça, c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui, non, vous protégez la forêt en achetant de l'huile RSPO, mais c'est cette huile RSPO qui est responsable de la destruction massive de toute la forêt primaire indonésienne. Donc il y a une hypocrisie qui est folle. Il y a une absence en fait de reconnaissance des crimes. Moi, j'appelle ça des crimes passés, parce qu'il y avait, on l'a mentionné, des conséquences graves pour les humains aussi dans la région. Donc c'est complètement fou. Et c'est vrai qu'on avait mentionné et on essaye de sensibiliser les gens à ça autour de nous. Il y a aussi des plateformes comme Yuka qui mettent en avant la RSPO en disant que la RSPO protège la forêt, mais non, sauvegarde la forêt, je crois que c'est le mot. Donc ça nous avait vraiment choqué. Donc on leur avait écrit pour leur dire attention, regardez quand même, c'est fou ça. C'est sur un cimetière en fait que cette RSPO elle est produite. C'est le cimetière de la forêt, de toute la biodiversité, des hommes qui sont morts des conséquences de cette industrie. Donc c'est très grave. Et on peut pas mentir entre guillemets. Donc ils le savent pas, ils font que reporter, je pense, ce que dit la RSPO, mais ils, ils envoient un message au consommateur qui est faux quoi, et qui va influer sur le monde directement. Si on dit au consommateur acheter la RSPO, enfin voilà, c'est ignorer les crimes du passé. Moi, je trouve ça très grave.
Et bref, donc sujet complexe, l'huile de palme. Et moi, je pense que le monde idéal, c'est un monde où en fait on produit de l'huile de palme que là où elle est présente traditionnellement depuis des années, comme en Afrique, etc. Nos besoins en huile, il faut y répondre avec nos cultures locales, ancestrales en huile, qui sont c'est un peu de l'agroforesterie où les arbres sont vraiment là depuis très longtemps et sont très bien inscrits avec d'autres espèces, etc. Et surtout pas de la production intensive, de l'agriculture intensive comme on peut le voir en Indonésie avec les palmiers à huile. RSPO, puisque RSPO c'est pas forcément bio, hein, donc c'est aussi catastrophique pour la nature. Hein, on ne mentionne même pas, mais voilà. Et ouais, et je pense surtout, entre guillemets, pour finir sur ce sujet d'huile de palme, même si c'est l'huile la plus efficiente à produire, donc écologiquement c'est quand même important de s'en rendre compte, et pas juste être anti-huile de palme de manière aveugle sans réfléchir, euh, c'est qu'il faut en fait limiter la production. Si j'étais un Ferrero, moi je limiterais la production de Ferrero à l'année. Tout simplement en voyant avec des acteurs locaux comme Callaway, qu'est-ce qu'il est raisonnable de produire, quelles sont les zones de plantation d'huile de palme qu'on devrait rendre à la nature, donc on devrait complètement enlever les palmiers et rendre ces zones forestières pour que la biodiversité ait enfin plus de place pour s'épanouir. Et voilà, et c'est un choix qui est complètement ce serait beaucoup de gens, ça hérisserait les poils de nombreux médias, politiciens, etc., de faire ce genre de choix aujourd'hui, de réduire la production, passer par la décroissance, quoi, quasiment. Hein. Mais il faut absolument passer par là, je pense. Voilà, je me suis attardé pas mal parce que je voulais quand même clarifier sur l'huile de palme. C'est très important de pas rester sur un stéréotype euh, basique. Il faut comprendre que c'est complexe et c'est plus compliqué à expliquer qu'il n'y paraît. Ouais, totalement. C'est un sujet très complexe, d'autant plus par rapport à la thématique dont tu parlais par rapport au rendement. Donc compliqué d'aller convaincre les industriels, que ce soit alimentaire ou cosmétique, d'aller justement changer leurs habitudes parce que le rendement est là de cette huile-là, même si elle est faite de manière abominable, notamment dans les pays que tu as pu citer. Mais c'est sûr que c'est un sujet très complexe. J'ai une autre petite question sur cette thématique-là, notamment, mais sur l'huile de palme, sur on va dire les avantages, on va dire pour la population locale. Si je devais grossir le trait et faire un peu l'avocat du diable des personnes qui seraient pas contre, en tout cas, l'huile de palme, on va pas dire à fond, mais pas les lobbies, mais ceux qui seraient pas contre l'huile de palme. L'huile de palme, j'imagine, fait en tout cas créer des emplois, en tout cas sur place, localement. Euh, Est-ce que tu penses du coup qu'il faut arrêter totalement cette partie-là, ou est-ce qu'il faut justement aller donner d'autres jobs à ces familles? Bref, sur cette thématique-là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ouais, alors bien sûr, excellent. Écoute, moi je pense c'est marrant, j'ai découvert récemment un petit peu l'histoire de la Martinique, puisque ma maman est partie là-bas depuis qu'elle est à la retraite, et en fait c'est tout à fait similaire. C'est un même vaste sujet, c'est quelque chose qui se passe dans de nombreux pays depuis des années, et la Martinique c'est intéressant parce que ça fait déjà très très longtemps, bah, comme l'huile de palme d'ailleurs, c'est la même chose hein, quand on regarde le problème. Et en fait, oui, à court terme, ça crée des emplois, c'est génial. Les gens ont un job, etc. Ils peuvent aller vivre leur vie, faire voyager, voilà, avoir une qualité de vie. Et après, on arrive à une Martinique comme elle est aujourd'hui, où en fait, tu as toute la population locale qui est complètement dépossédée de ses terres. Ça a été complètement racheté par des grands groupes de la canne à sucre, par exemple, qui sont utilisés pour toutes sortes de rhum, etc. Donc, tu as l'industrie de la canne à sucre qui est devenue colossale et qui a complètement racheté toutes les terres aux paysans. Et pas dans les meilleurs termes, c'est souvent comme ça se fait en Indonésie avec l'industrie de l'huile de palme. On te propose, tu as ta propriété avec ta forêt vierge dans ton terrain, on vient de voir, un commercial te dit hey, est-ce que ça te dirait de produire de la canne à sucre ou de l'huile de palme pour nous? Regarde, on t'achète à tel prix. Il dit ah bah ouais, pourquoi pas. Donc il coupe sa forêt, il la brûle. Comme ça, c'est l'industriel. On peut pas dire que c'est l'industriel qui a brûlé la forêt, puisque ce sont des particuliers qui brûlent la forêt pour faire de la place à la culture de l'huile de palme, bien souvent, mais bien sûr sous sous pas le contrôle, mais sous la motivation de ces groupes qui viennent les voir et qui viennent faire un peu du forcing, à mon avis. Du coup, on a une zone qui est déforestée, on a une plantation d'huile de palme, ils commencent à acheter leur huile de palme, et qu'est-ce qui se passe au fil des années? Ils savent que leur terre, de toute façon, maintenant,
y a de l'huile qui tourne, ils sont de plus en plus dépendants de ces revenus d'huile de palme, les prix d'huile de palme baissent, les agriculteurs s'endettent, etc. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 10-15 ans? C'est que l'industriel arrive et rachète la terre pour une poignée de pain parce que l'agriculteur est complètement endetté. Voilà, sans parler que, pour être beaucoup plus concret, hein, quand ça se passe comme ça, que ça devient de plus en plus difficile pour les agriculteurs, tout le monde reste sur la propriété pour travailler les champs, les enfants, les femmes, etc. Donc on a une vraie exploitation de main-d'œuvre en Indonésie. Il y a plusieurs documentaires sur le sujet qui sont très intéressants et de nombreux rapports d'études très sérieux sur le sujet. Donc c'est très grave, c'est très grave. Ça se passe aussi donc en Martinique, comme je l'ai dit, et c'est un peu comme quand on est touriste, on va en Martinique et puis on voit tous ces gens qui sont au bar. Qui boivent du rhum, etc. Et je caricature, hein, mais il y a beaucoup de gens en fait qui sont très pauvres et c'est presque leur petit dernier plaisir d'aller boire un coup au bar, mais ils ont 60 ans, 70 ans, ils travaillent encore dans leur champ parce que pas de sécurité sociale, etc. Donc en fait, la présence d'une industrie comme ça, qui soi-disant arrive sous couvert de créer de l'emploi et de la croissance économique, est en train de détruire la vie des gens de manière très très insinueuse. En fait, on peut pas le voir, on le verra que à 20-30 ans plus tard. Mais c'est là, c'est très présent, c'est très grave. Donc moi, je suis complètement contre ça. Je pense qu'il faut absolument trouver des solutions alternatives à ça. Donc surtout pas laisser des grands groupes industrialiser un secteur, détruire des forêts, des zones de forêt entières pour ça. Et tout ça, c'est lié aussi à nous. Hein. C'est-à-dire qu'il faut raisonner notre demande. Hein. Des produits comme du Nutella, c'est pas nécessaire. Même un produit comme Papa Outan, c'est de la pâte à tartiner. C'est une gourmandise. Nous, quand on fait ça, on veut pas vendre des millions de sachets de pâte à tartiner. On se dit juste que si les gens on ne pourra pas tous les convaincre d'arrêter ce genre de produit. Donc, tant qu'à acheter de la pâte à tartiner, acheter du Papa Outan. Quoi. On essaie de faire mieux, on essaie de faire de la façon dont on aimerait voir Ferrero ou des grandes sociétés comme ça faire. Donc, en privilégiant le vrac, en arrêtant avec ces pots en verre qui sont catastrophiques pour la nature. C'est complètement une fausse idée que le verre est sain pour l'écologie. Moi, je trouve ça désastreux. Il faut 1200 degrés pour fondre du verre et le refondre. C'est super lourd comme matière, c'est pas du tout efficace. Euh, un produit qui est emballé dans du verre, le verre, c'est 30 à 50% du poids fini du produit. Alors que typiquement, pas autant ou d'autres, dès qu'on a un sachet ou quelque chose de plus efficace, on va dire, c'est moins de 5% du poids. Donc on transporte de la nourriture, on transporte pas de l'emballage. Enfin, bon, il y a plein de sujets, surtout quand le verre n'est pas réutilisé, parce que le meilleur modèle, ce serait effectivement la consigne où on réutilise ça, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Bref, vaste sujet, je suis en train de m'écarter. Mais pour répondre à ta question sur la croissance économique, etc., c'est complètement un faux argument, et les premiers intéressés, c'est les populations locales qui, à très court terme, se disent ah bah oui, c'est intéressant comme Paris, mais tu vas dans n'importe quel de ces pays, tu discutes un petit peu. Je l'ai pas fait, hein, je suis plus de complètement, donc attention à prendre avec des pincettes, mais je pense que les études, etc., permettent d'arriver à cette conclusion. Puis quand on écoute des gens comme Shani et Hugo sur le terrain, on voit que c'est le cas. Ces gens-là te diraient que non, s'ils pouvaient revenir 20-30 ans en arrière, je pense qu'ils préféraient avoir trouvé d'autres moyens de faire. Et c'est un effort collectif. Il faut que nous, en fait, en Europe, on soit habitués à payer plus cher certains produits, surtout des produits pas nécessaires comme ça. Avoir un pot de Nutella à 3 euros le kilo, c'est aussi scandaleux qu'avoir un vol pour, je sais pas, les Baléares à 10 euros ou à 20 euros. Il y a des choses qui sont complètement déconnectées du réel aujourd'hui, que ce soit le Nutella ou le vol à bas prix. Ouais, remettre un peu d'intelligence dans les prix des produits également. C'est vrai que c'est une autre thématique, mais comme tu dis, des vols à 20 euros pour les Baléares avec on connaît l'impact que ça peut avoir et surtout on comprend pas en fait pourquoi c'est à ce prix-là, quoi. Plaisir immédiat, récompense immédiate, mais catastrophe sur le long terme. Exactement. On va voir plus long terme que court terme, c'est la difficulté de la partie de l'écologie plus globalement et d'aller créer justement ces sociétés-là. Mais c'est primordial si on veut pas se retrouver avec une terre qui va être difficilement vivable quoi qu'il arrive, mais invivable plus globalement. Et comme tu pouvais également l'indiquer, réduire au plus que possible l'utilisation d'huile de palme dans les différents produits, que ça soit les pâtes à tartiner, les cosmétiques, puisque l'huile de palme est également très présent dans les cosmétiques, également présent dans le kérosène, dans le diesel, dans plein de sujets. Puis ouais, excuse-moi, même au-delà de ça, hein, c'est pas tant à nouveau éviter l'huile de palme, c'est parce que les autres huiles sont pas mieux. Hein. Si tu prends une pâte à tartiner avec une autre huile, c'est pas forcément plus écologique. Je pense qu'on risque de se réveiller dans 10 ans en disant que je sais pas l'huile de
qu'est-ce qu'on a? L'huile de colza est en fait beaucoup plus polluante que l'huile de palme il y a 20 ans. Et on va tous se regarder en disant, ah bah, on a été un peu bête, on s'est enfui de l'huile de palme aveuglément juste pour que les consommateurs achètent et reviennent vers nos produits, quoi. Donc ça, non, c'est pas non plus la solution. Moi, je pense que la solution, pour te dire en 2 mots, hein, sur sa consommation au quotidien, c'est aller vers des produits beaucoup moins transformés, beaucoup plus simples, qu'on fait soi-même. L'idéal, c'est d'aller dans son épicerie vrac, dans un Biocoop, même dans les grandes surfaces, maintenant il y a du vrac, d'acheter des ingrédients bruts et de les cuisiner soi-même. Et l'huile, c'est quelque chose qu'on a dans sa cuisine, qui est produit localement. Donc on achète son huile d'olive si on est près de la Méditerranée, son huile de je sais pas quoi en fonction de sa région. Et c'est tout. Et on arrête d'acheter des produits surtransformés où en fait on laisse la main aux industriels et malheureusement ils font un peu n'importe quoi parce que leur priorité c'est la gestion des coûts. Donc c'est les noisettes turques de Ferrero produites par des migrants, c'est l'huile de palme dévastatrice produite en Indonésie, etc. Donc vaut mieux pour être en contrôle acheter des ingrédients bruts soi-même, euh, bio si possible, hein, si on en a les moyens, mais c'est pas la priorité écologiquement. Si on doit être vraiment très très concret, c'est d'abord le vrac, bien sûr son orientation alimentaire avec des régimes comme le végétarianisme, le véganisme, etc., qui sont colossaux en termes d'impact. Et voilà. Et là, on a déjà son empreinte personnelle est énormément réduite. Ouais, totalement. On en reparlera vers la fin de l'épisode. Euh, je vais revenir sur votre différenciateur également, sur que ça soit sur Papa Outan ou Nemo qui sortira bientôt, sur lequel on fera un petit focus également, sur votre manière de faire, d'aller justement donner une partie de vos bénéfices à des associations, d'aller se différencier des autres entreprises et d'aller justement aider localement euh, via les bénéfices de votre entreprise. Comment est venue cette idée-là et est-ce que c'est un peu ta vision, votre vision à long terme justement d'aller mixer ces deux mondes qui semblent éloignés mais qui ne le sont pas tant que ça? Oui, oui, complètement, complètement. Écoute, CNC Family, c'est une société à mission et sa mission, c'est de créer des marques pour soutenir des associations de base. Voilà, c'est ce qui est écrit dans les statuts. C'est pour ça que la société existe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah parce que c'est un combat, c'est tout. Aujourd'hui, nous, on est parti du constat, on n'est pas parti de l'idée de créer des produits pour faire de l'argent. On est parti il y a des problèmes environnementaux, comment on les résout? Un moyen de les résoudre. Universel, c'est l'argent. Hein. Quand on a des acteurs sur le terrain qui agissent, ils ont besoin de fonds. Hein. Tout comme les industriels ont des fonds colossaux pour détruire la nature, ben, en face, il faut mettre des fonds importants pour empêcher cette destruction, pour lutter contre cette destruction. Donc, c'est typiquement un Callaway, comme on dit. Comment est-ce qu'on trouve des fonds à donner à des associations et des acteurs de terrain comme ça? Eh bien, on regarde les secteurs économiques qui performent. Et moi, ce que j'ai voulu faire aussi en réfléchissant un petit peu après avec Thibaut, c'est de penser à la résilience aussi. On va vers des, comment dire, un avenir qui va être moins stable. Hein. Et du coup, il faut regarder quels sont les secteurs qui sont résilients aux crises, comme le Covid. Et ce qu'on voit, c'est que la grande consommation, la grande distribution et des marques comme Ferrero alimentaires ont surperformé énormément pendant le Covid. Alors, en 2020, c'était colossaux. Ils ont pris, je sais plus, 1 million de nouveaux consommateurs. Je crois en France, c'était absolument énorme parce que voilà, les gens vont moins au restaurant, sont plus chez eux, ont besoin de gourmandise, vont plus faire leurs courses au supermarché, etc. Donc le secteur de la grande consommation, de nourrir les hommes et les femmes, c'est absolument stratégique et on le voit d'ailleurs pendant la crise. Quand on a une crise grave comme le Covid à l'époque, un des secteurs stratégiques, les seuls imports-exports qui passaient encore aux frontières, en priorité, c'était les masques et la nourriture, l'alimentaire. Et donc en situation de crise, ça va rester un secteur qui est prioritaire pour les États, pour les gouvernements. Et on le voit d'ailleurs en ce moment en Liban, hyperinflation alimentaire, c'est très grave. Hein, depuis qu'il y a eu cette explosion là et cette crise économique avec des missions du gouvernement, etc. Enfin bon, et on voit que tout le monde parle de ça. Tout le monde parle du prix des pâtes, tout le monde parle du prix du pain, de la viande, etc. Et c'est bien sûr, c'est quand en temps de crise, c'est vraiment la priorité. Donc on a un secteur qui est résilient aux crises, je pense, en tout cas qui est beaucoup moins à risque que d'autres secteurs, et qui en plus surperforme en temps de crise et performe très bien sur le long terme. C'est l'alimentaire, on aura toujours besoin de se nourrir. On n'aura pas toujours besoin de prendre l'avion. Moi, je parierais pas sur l'avion, par exemple. Et du coup, ça, c'est un bon secteur. Ça crée de la richesse, etc. Et puis aussi, ce qu'on aimait beaucoup, c'est le fait de se dire, de transformer un acte qui est
bénin, banal du quotidien d'aller faire ses courses en un acte qui ait du sens. Donc ça, bon, tu vas me dire, ça n'a rien de nouveau. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, hein. Mais l'idée ici, moi, c'était de repenser la façon de faire des dons. Le problème de beaucoup d'associations, et on l'a vu pendant le Covid, c'est toutes les associations dépendent de dons, de particuliers, d'entreprises, etc., d'États, de fondations et autres. Et en fait, ces dons sont très sensibles à l'actualité, sont très sensibles aux crises, etc. Et par exemple, pendant le Covid, une association qui protégeait les pandas, je ne sais où, se retrouvait complètement à mettre la clé sous la porte. Hein. Nos contacts en association ont vu des dizaines de petites associations, pardon, fermées du jour au lendemain pendant la crise du Covid. Pourquoi? Parce que aux news, on parlait que des systèmes de santé et en fait tous les dons se sont redirigés vers les systèmes de santé nationaux. Donc Jean et Lucie qui donnaient tous les ans, je sais pas, 100 euros à tel assaut de nature, conservation, etc. Bah, il est probable qu'ils aient arrêté ce don-là et qu'ils l'aient donné plutôt aux hôpitaux ou aux choses comme ça. Donc ça fait que du jour au lendemain, tu n'as plus d'argent sur les comptes à l'autre bout de la planète, dans une forêt vierge ou quelqu'un qui protège les tribus tout en Amazonie, que sais-je. Donc ça a posé énormément de problèmes et il faut surtout pas qu'il y ait cette volatilité des dons pour une asso. C'est pour ça que chaque produit qu'on crée, il est lié à vie à l'association. C'est-à-dire que c'est pas comme la météo, on va pas faire nos capricieux et l'année suivante on va changer d'asso. Aujourd'hui, il y a des grands groupes qui donnent des fois des tickets de 10, 20, 50K à des assos, mais l'année suivante, l'asso ne sait pas si le ticket va retomber. Il faut s'engager dans le temps. Il faut qu'une entreprise aujourd'hui, elle contribue, c'est évident, et que ce soit de manière très stable et cohérente par rapport à son secteur d'activité. Donc typiquement, Papa Autant, on va pas donner, je sais pas, pour la recherche contre le cancer, qui est honorable, tu vois, mais ça n'a rien à voir avec les conséquences directes de notre produit, à moins qu'il cause le cancer, mais jusqu'à ce jour-là, les noisettes bio, le sucre bio et le chocolat bio, c'est pas le cas. Mais le problème direct causé par le secteur de la pâte à tartiner, c'est la déforestation, oui, c'est principalement ça, quoi. Et du coup, c'est là-dessus qu'on veut agir. Donc, il est logique que quelqu'un qui fait de la pâte à tartiner, non seulement soit éco-conçoive ses produits pour limiter son impact sur les surfaces naturelles, mais aussi contribue financièrement une partie de ses bénéfices à quelqu'un qui lutte sur le terrain contre ce problème global, même si cette même entreprise n'est pas la source du problème. Et ça, c'est une contribution, c'est vraiment un effort spontané de l'entreprise pour aider. Et aujourd'hui, la situation est tellement urgente qu'il faut le faire. Et j'ai fait plein de calculs assez marrants, mais si j'en ai quelques-uns là sous le nez, tout simplement, tu aurais une société comme Ferrero qui donnerait ne serait-ce que 10% de ses bénéfices, il réduirait de 25% la déforestation annuelle en Indonésie. Tu vois, un quart, une entreprise. Une grosse entreprise, certes, mais il y en a plein des grosses entreprises, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Donc, si tout le monde, si c'était la norme de donner 10% de ses bénéfices dans le monde de l'entreprise, beaucoup de problèmes n'existeraient plus. Mais on claquerait des doigts, ce serait quasiment fini, tu vois. Bon, il faudrait plus d'efforts que ça, hein, je caricature un peu. Mais quand même, ça serait un pas conséquent dans la bonne direction. Si Coca-Cola mettait 2% de son budget communication dans la collecte du plastique, on pourrait capter 90% des déchets plastiques à la source dans les fleuves et les rivières dans le monde, puisqu'il y a 10 fleuves et rivières dans le monde qui transportent 90% des déchets qui finissent dans l'océan. Et ça, on sait le faire aujourd'hui, capter ces déchets-là. 2% du budget com de Coca-Cola, 2% du budget com. Ça fait 2% de panneaux en moins dans le métro. Enfin, quand même, tu vois dans quel monde on vit, quoi. Un autre chiffre, là, un peu plus, voilà, les gens sont peut-être on verra ça, mais si le leader mondial de la viande donnait 10% de ses bénéfices, il pourrait contribuer à accompagner 4700 agriculteurs par an pour qu'ils se convertissent au tout végétal. Parce qu'on sait que c'est ça l'avenir, hein. On ne peut pas rester sur l'élevage. Hein. Je sais pas si tu as vu des documentaires comme Cowspiracy ou autre. C'est évident, il faut arrêter tout ça. Faut y aller là, genre c'est fini, on peut plus se permettre des écarts comme ça. Bref, le pouvoir est vraiment dans les mains des leaders d'aujourd'hui. Mais ils le font pas. Donc ils le font pas, ben on va le faire à leur place. C'est aussi simple que ça. Donc notre pari, c'est de se dire que les consommateurs, quand on va leur expliquer ça, les citoyens, eh bien ils vont faire le choix d'acheter un Papa Autant plutôt qu'un autre. Parce qu'on va réussir à être compétitif en termes de prix, mais notre répartition des bénéfices derrière va être très différente. Au lieu de le mettre dans notre poche comme une famille Ferrero et de ne pas s'intéresser à ce qui peut se passer en dehors de leur villa ou autre, eh bien on va le mettre dans les mains d'une asso comme Callaway, tu vois. Et on pense que c'est vraiment la différence. Désolé, hein, je suis un peu, je suis passionné par ces sujets, mais c'est trop important, c'est trop grave ce qui se passe. Il faut que tous ces gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire ces grosses entreprises, etc., agissent maintenant. On peut plus attendre.
Ouais, on est bien entendu en phase et il faut arriver à se rendre compte l'importance que tout d'abord ça a et surtout de l'impact plus global. 10% de vos bénéfices, c'est gigantesque pour une entreprise en soi de donner de donner autant et de pouvoir justement aller créer un business model qui est viable tout en donnant ce pourcentage à des associations pour justement aider localement les différents problèmes de société. C'est euh, c'est ultra innovant et c'est quelque chose qui doit être répliqué et que vous essayez en tout cas vous de répliquer via un second produit, via Nemo notamment. Est-ce que tu peux aussi m'en parler? Ouais, ouais, bien sûr. Par contre, attention, hein, 10% des bénéfices, c'est pas énorme du tout, hein, c'est du bénéfice. C'est après tous les coûts de l'entreprise, hein. Donc vraiment, il y a absolument aucun problème. C'est purement de la greediness, hein, comme je sais pas le dire. Excuse-moi. J'ai vécu petit aux États-Unis, donc des fois j'ai des anglicismes qui sortent, mais oui, c'est de la greediness, quoi. C'est une forme d'égoïsme, c'est tout. C'est bénéfice. Il y en a bien sûr une partie qui peut être réinvestie dans l'entreprise à des fins stratégiques, etc. Ok, mais c'est loin d'être 100%. On dit souvent, on divise en trois. Les bénéfices, on fait un tiers en réinvestissement, un tiers, je sais plus, je crois que c'est R&D ou en réserve, et un tiers en dividende. Mais déjà sur ce tiers en dividende, ça va quoi. C'est de la dividende. Tous ces gens qui sont au siège, ils ont des rémunérations, etc. Donc c'est vraiment ce gain capitalistique qui est vraiment pas essentiel à la survie de ces gens-là, loin de là. C'est uniquement et je dis ces gens-là, c'est nous aussi, et c'est toutes les petites startups à Paris et en France qui se lancent depuis des années, qui donnent toutes 10% de leurs bénéfices sans problème. Il y a des investisseurs qui s'alignent derrière eux, il y a des super boîtes qui montent, et c'est tout à fait normal de donner ne serait-ce que 10% de ses bénéfices. C'est Non, c'est sûr. vraiment, c'est pas grand-chose. Et pour te parler de Nemo, bien sûr, ouais, ouais, Nemo, donc Sensei Family, hein, pour remettre dans le contexte, on s'est lancé il y a 1 an et demi, on a commencé avec Papa Autant, on enchaîne avec Nemo, qui est le soda qui ambitionne de sauver les océans, je vais expliquer un peu plus pourquoi, hein. Et en fait, on va surtout continuer dans les 5 années à venir. Là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une stratégie pour lancer 20 marques sur les 5 années à venir, 4 par an, une tous les 3 mois. Et l'idée, c'est de confier chaque marque créée à une équipe de 2 cofondateurs. Donc là, on est en train de recruter les cofondateurs de Nemo, le soda. On a eu plein de candidatures ces 3 derniers mois parce que chaque marque va être créée en 3 mois via un processus de co-création comme on l'a fait pour Nemo. C'était génial, ça a duré 90 jours. Donc la communauté était hyper impliquée. On a eu des idées incroyables qui sont sorties qu'on n'aurait pas pu avoir, Thibaut et moi tout seuls. Et ça donne Nemo. Nemo, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-Coca-Cola. Coca-Cola, aujourd'hui, c'est le premier pollueur plastique au monde. Je ne sais pas si les gens savent ça, mais c'est le premier pollueur plastique au monde. Donc c'est colossal, c'est-à-dire quand on regarde dans l'océan, partout, les déchets plastiques qu'on trouve le plus, c'est les bouteilles de Coca. C'est simple. C'est colossal, l'entreprise a une responsabilité énorme. C'est pour ça, c'est pas neutre que je t'ai sorti cette statistique sur les 2% du budget de communication de Coca-Cola qui pouvait permettre de réduire drastiquement la pollution plastique dans les océans en claquant des doigts, littéralement. Et en fait, l'idée donc de chaque produit, c'est de partir de cette problématique. Donc, Papa Autant, c'était la déforestation. Nemo, c'est la pollution des océans. De regarder quels sont les produits impliqués. Dans le cas de Papa Autant, Ferrero. Dans le cas de Nemo, Coca-Cola, PepsiCo, etc. Et de créer une antithèse de ces produits. C'est-à-dire que ce sont des produits qui intrinsèquement ne doivent pas causer les mêmes problèmes que ces produits-là. Donc tout ce qu'on reproche à ces produits, il faut surtout pas qu'on le fasse. Ce serait bien quand même, ce serait mieux, ce serait moins hypocrite. Et en plus, doivent financer la lutte contre ce problème qui est causé par ces quelques industriels, cette poignée d'industriels. Donc ça veut dire que également ici, Nemo va venir financer la lutte contre la pollution plastique. Et là, on a un projet très concret qui est super excitant avec une association qui s'appelle Wings of the Ocean, qui est une association française fondée par un ancien membre de Sea Shepherd et qui font de la collecte de déchets sur les plages, etc. depuis de nombreuses années, mais qui surtout récemment ont un projet de mettre en place des barrages dans des fleuves et des rivières pour capter la pollution plastique qui chemine par ces cours d'eau jusqu'à nos océans. Parce que capturer ces déchets dans les fleuves et les rivières, c'est beaucoup moins coûteux que de les capter une fois qu'ils sont dans les océans, hein. Tu as entendu parler de la soupe de déchets plastiques, qui n'est pas un continent comme on le disait auparavant. Là, on va plus dans la nuance. Une soupe, c'est quelque chose qui va en profondeur. C'est-à-dire que les déchets sont pas posés à la surface où il suffit de passer un petit filet et hop, la mer est nickel. Non, non, c'est vraiment des microparticules par milliards
qui sont déposés sur 1000 mètres de profondeur, 1500 mètres de profondeur parfois. Je crois que les plus grandes profondeurs où on a retrouvé des déchets, c'était 1500, 2000 mètres. Et encore, je suis sûr qu'il y en a bien plus bas. Et, euh, et donc, c'est catastrophique à nettoyer. Je pense qu'on n'arrivera peut-être jamais à nettoyer vraiment les océans. Mais par contre, on peut essayer d'amoindrir à la source l'arrivée de nouveaux déchets dans les océans. Donc, on pourrait jouer sur plein de tableaux pour lutter contre la pollution plastique, mais là, c'est vraiment l'axe sur lequel on a décidé de partir avec la communauté. Donc, c'est des gens comme toi et moi qui font leurs courses et qui font partie de la communauté depuis un moment. On a un peu plus de 5000 personnes qui suivent SNCF Family et les créations de produits et qui ont tous décidé d'aller vers ça. Et donc Nemo, c'est un soda qui va être 2 fois moins sucré que les sodas classiques, qui est à base de vinaigre de cidre. Alors ça, c'est un prébiotique, hein, donc c'est quelque chose qui a priori a des bénéfices pour la flore intestinale, etc. Et surtout, on sent pas le vinaigre de cidre. Je vous le dis tout de suite, c'est un goût de cola, il y a aucun souci. Vous le sauriez même pas si je vous le disais pas qu'il y avait du vinaigre de cidre dedans. Et donc c'est un soda qui est tout à fait sympa, qui est pas du tout la même recette que le leader, mais qui est quand même très apprécié. On a fait le premier panel de dégustation il y a un mois maintenant, et on a vendu les 50 premiers colis comme on le fait toujours. On fait des mini préventes exclusivement pour la communauté, pour qu'ils testent en premier les produits et nous fassent part de leur retour. Donc on va les livrer là dans quelques semaines. Et après ça, on confie le bébé, donc Nemo, aux 2 cofondateurs qui vont ensuite aviser sur la stratégie de développement commercial à mettre en place. Voilà un petit peu. Ok, très clair. Moi, juste revenir sur votre différenciateur, d'aller justement lancer plusieurs sociétés en 90 jours à chaque fois. Est-ce que tu aurais des conseils sur peut-être, bien sûr, ça prendrait à mon avis plus que quelques minutes, mais en tout cas quelques étapes qu'il faudrait mettre en place justement pour aller créer sa boîte, notamment de food, plus particulièrement, pas en 90 jours, mais en tout cas tes conseils là-dessus. Ouais. Alors attends, je vais aller voir. Je sais plus où est-ce qu'on a mis ça. Si c'était intéressant, je le retrouverai plus tard. Mais on avait ce dashboard en fait de suivi. Donc ce qu'on faisait, c'est que au jour zéro, on arrivait auprès de la communauté. Ça nous a pris quelques semaines et on a simplement posé dans le temps les étapes à franchir pour créer Nemo. Donc on s'est mis autour d'une table avec Thibaut. On a dit voilà, pour créer un soda, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la recette, sourcer les ingrédients, trouver un fabricant, trouver une association partenaire, appeler tout le monde, mettre tout le monde d'accord, organiser une prévente, commencer à réfléchir à la distribution, etc. Donc, comme tout le monde le fait, si tu veux lancer un projet, notamment alimentaire. Et ensuite, on a mis tout ça sur un calendrier qu'on a publié en public, hein, sur une page, où la communauté et puis le grand public pouvaient aussi venir voir de temps en temps. Et en fait, il y avait dans l'agenda des événements, etc., pour réfléchir aux différentes étapes. Donc, c'était comme une création de marque, comme ton audience pourrait pouvoir le faire individuellement ou entre associés, mais en impliquant le public. Donc, on a adoré ça, ça a apporté beaucoup de valeur. Mais dans un premier temps, pour donner des conseils très concrets à ta commune, moi, j'y connaissais rien avant d'y aller. Thibaut non plus. Thibaut, ce qu'il connaissait, c'était la com. Et moi, ce que je connaissais, c'était la finance. Voilà, le côté chiffré, etc. Et le côté un petit peu commercial. Et par contre, on connaissait rien à l'alimentaire. Donc Thibaut, il s'est mis tout seul à faire de la R&D dans sa cuisine. Il a vu sa mère le faire, il s'est dit ça doit pas être très compliqué. Donc il s'est mis à chercher, à tester pour la recette de Papa Outan. Il a fait plus de 37 essais. Et au bout de 37e, il était content. Et nous aussi, on a goûté, on trouvait ça incroyable. Donc on a gardé la recette. Donc déjà, faire la recette soi-même, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Nous, on est convaincus que dans l'agroalimentaire, maintenant dans les rayons, il y a beaucoup de bullshit. C'est-à-dire que l'innovation dans l'alimentaire aujourd'hui, c'est vraiment rendre un M&M's rose et sortir une nouvelle couleur de je sais pas quoi, de bonbons. Enfin, c'est ridicule, une nouvelle couleur de céréales, etc. Donc il y a tous les aliments dont on a besoin, on les connaît depuis des centaines d'années, depuis 100, 150 ans, on a absolument toutes les recettes qu'on pourrait imaginer. Tout est là, il n'y a vraiment pas besoin de se compliquer la vie. Moi, je me rappelle d'une interaction avec quelqu'un de chez Coca au début du lancement, quand on pitchait pour des incubateurs et autres, qui nous a dit ouais, mais non, on n'est pas convaincu, vous n'êtes pas conscient de la quantité de R&D et de l'investissement en R&D qui est nécessaire pour lancer une marque agroalimentaire. Et en fait, Papa Outan, c'est l'incarnation, c'est la preuve que c'est pas vrai. Parce que voilà, on l'a fait dans notre cuisine, on est revenu à des choses très simples, c'est ce qu'on veut faire à chaque fois, revenir à des choses très simples qui peuvent être comprises, voire faites à la maison soi-même.
On publiera bientôt dans les mois à venir comment faire son papa autant, etc. Et c'est complètement un mythe entretenu par les grands industriels parce que c'est de ça qu'ils dépendent. Pour eux, c'est leur recette qui leur permet de tenir dans le temps. Alors que non, c'est le sens qu'il y a derrière une marque, c'est la cause pour laquelle on se bat. Et en l'occurrence, ils savent qu'ils en ont pas, donc forcément ils se raccrochent à ce qu'ils ont. Désolé, hein, tu mets une petite pique, c'est gratuit. Et du coup, ouais, non, faut revenir à des choses très simples. Vous pouvez tout à fait faire de la R&D chez vous, parce qu'il faut savoir que faire de la R&D, confier à un labo, le fait de faire une recette de je sais pas quoi, ou un cosmétique, hein, si vous voulez faire des choses comme ça, c'est facilement 5-10 000 euros. Donc si vous les avez pas, ça veut pas dire que vous arriverez à tout faire chez vous, hein. Les cosmétiques, les choses comme ça, bien sûr, là, il faut peut-être quand même passer par là. Il faut plus réfléchir à lever un peu de sous auprès de la Love Money ou autre pour lancer, pour avoir une base solide et au moins une recette sur laquelle démarrer. Mais déjà, la recette, ouais, quand même en alimentaire, c'est vraiment pas un sujet, je pense. Si on ose un peu porter une toque et un tablier et qu'on met les mains à la pâte, littéralement. Et après, tout ce qui est développement, bah écoute, on décroche le téléphone, hein, Google et décroche le téléphone. C'est aussi simple que ça. Pour les fabricants, voilà, tu as besoin d'un fabricant pour faire ton produit alimentaire, bah tu googles le fabricant de mon produit alimentaire, tu les appelles un par un, tu leur expliques ce que tu veux faire. Tu vas te prendre pas mal de claques où les gens vont te dire oui, bah, t'es marrant petit jeune, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, etc. Ils vont t'expliquer comment ça se passe, de quoi ils ont besoin, etc. Tu vas apprendre au fil des semaines et en fait tu vas devenir, après tu vas savoir exactement ce dont tu as besoin. On le voit très bien avec Nemo, on est beaucoup plus efficace que pour Papa Autant. On sait tout de suite ce qu'attendent les industriels en face de nous, les usines, les artisans auxquels on fait appel, puisqu'il y a plusieurs stades, hein. Souvent, on va faire des essais avec quelqu'un, je sais pas, une cuisine, une équipe comment on appelle ça, une équipe ceux qui font du catering. Je sais plus comment on dit en français, excuse-moi. Mais voilà, on va faire des tests dans une petite structure, puis ensuite on va faire un test pré-industriel dans une plus grosse structure, et ensuite on va lancer les productions dans une grosse structure, quoi. Donc on va avoir différentes échelles pour tester le produit, pour apprendre à fabriquer, pour recueillir les conseils des fabricants à chaque fois sur comment optimiser tout ça. Et puis voilà, chaque chose c'est vraiment plus simple qu'on peut le croire. Et dernière chose pour finir, parce que désolé, je parle beaucoup, c'est n'ayez pas peur, c'est pas le diable et l'enfer, hein, de lancer sa boîte comme ça. On a eu quelques à-coups nous sur la route, une grande marque qui s'est opposée à notre dépôt de marque pour Maman Autant à l'époque qui est devenu Papa Autant. On a survécu. On a eu le Covid, hein, qui est tombé en plein milieu, qui a reporté de 4 mois le crowdfunding qu'on voulait faire. Ben, on a trouvé à s'occuper, c'est pas très grave. Donc globalement, c'est quand même très fun et on s'amuse beaucoup avec Teaming. Très bien, bah merci pour tous ces conseils, Loïc. Avant de passer aux 3 questions qui deviendront euh, clés au sein de Domaine Durable et qui viendront marquer la fin des épisodes, sur la suite de votre côté, sur Nemo. Donc tu as pu nous indiquer que vous finalisiez la recherche notamment des cofondateurs pour aller lancer Nemo. Sur Papa Autant, la suite plus globalement, c'est quoi? Ah bah Papa Autant, on est très content parce que ça y est, on va rentrer dans des pilotes dans une très grande enseigne nationale et dans les mois qui viennent. Alors, on en dira plus sur les réseaux, mais c'est très très positif parce que ça y est, hein, on rentre dans la cour des grands, on va être à côté des leaders dans le même rayon et ça y est, on va voir comment performe Papa Autant sur donc des magasins pilotes, hein, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un échantillon de magasins auquel on envoie du produit et on voit comment se comporte le produit pendant 3-6 mois, etc. En observant, voilà, en faisant des animations en magasin pour expliquer aux gens ce qu'est ce nouveau produit qui apparaît dans le rayon, etc. Donc ça, c'est vraiment un très 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 grosse avancée. On a été contacté spontanément sans effort commercial par des dizaines de points de vente, donc il y a vraiment, on est très très optimiste pour la suite. On a eu des retours excellents du crowdfunding sur les gens qui ont goûté, où plus de 75% des gens sont prêts à faire de Papa Autant leur marque de pâte à tartiner toute l'année. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, hein. Alors l'échantillon du crowdfunding est peut-être un peu biaisé, hein. C'est peut-être des gens plus engagés que d'autres, etc. Mais on a quand même eu 2400 personnes, donc c'est pas rien. C'était le deuxième crowdfunding food de toute l'histoire du LUL. Donc on a un bel échantillon, on a des super retours très très confortants pour la suite sur le fait que les gens vont racheter normalement. C'est-à-dire que c'est pas juste pour l'effet d'annonce, super, je sauve la forêt une fois, j'achète un sachet. Non, les gens aiment le produit. Donc ça, c'est quand même génial, tu vois. Ça veut dire qu'il a un potentiel de long terme, d'être viable et de vraiment générer des revenus récurrents
et stable pour carry weight. Donc ça, voilà, on est content, on va voir ce qui va se passer dans les mois à venir, mais tout est en place pour que ça réussisse. Et puis pour Nemo, ça va arriver plutôt en fin d'année, début d'année prochaine. Ça va dépendre des fondateurs. On va parler avec eux de la stratégie. Ok, très clair. On va suivre ça avec attention, et bien entendu, on relaiera au maximum les lieux pour aller goûter Papa Outan, pour aller découvrir cette pâte à tartiner qui comme tu as pu comme vous avez pu le confirmer via en plus des chiffres, semble très bonne gustativement. Donc ce qui est très important pour justement aller faire bouger les choses et à faire bouger plus globalement cette industrie. Ouais. On peut pas se permettre de penser que les consommateurs vont être ceux qui vont faire l'effort. Il faut quand même on apporte une valeur avec un produit qui est bon, qui a un plaisir à déguster. Et voilà, faut faciliter la vie des consommateurs. Et en attendant que les industriels suivent le mouvement et eux-mêmes se mettent à faire comme nous. Exactement. Je vais terminer par 3 petites questions qui deviendront du coup automatiques au sein de Domaine Durable à la fin des épisodes. Première petite question, Loïc. Est-ce que tu aurais un contenu à partager que tu as pu lire récemment ou que tu as pu avoir récemment que tu pourrais partager sur la partie notamment écologique? Alors, ça c'est une très bonne question. D'habitude, je cite le bouquin, ça c'est pas trop focus écologie, mais c'est très utile, je trouve, comme boîte à outils pour lancer une boîte. C'est Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People. Le titre est un peu trompeur, mais en fait, c'est un très bon bouquin sur les relations professionnelles et comment réussir des relations commerciales et comment mettre toutes les chances de son côté, parce que ce serait dommage de rater un partenariat avec une association ou un fabricant qui est stratégique pour l'avenir de votre boîte, mais juste parce que la forme n'y est pas, mince, le contact passe pas, etc. Et les gens ont pas envie de travailler ensemble. Donc ce bouquin, il est incroyable. Et puis plus généralement, il y a un média qui est génial, qui s'appelle VERT comme la couleur. Et c'est une newsletter hebdomadaire ou quotidienne, je crois aussi. On peut choisir quand on s'inscrit. Et vraiment, je lis très peu les news, etc. Mais ça, c'est un des seuls médias que je lis. Et c'est vraiment d'excellente qualité. C'est une asso. Vous pouvez les soutenir via Tipeee si vous le souhaitez, je crois. Et voilà, c'est pas à but lucratif. C'est vraiment top. Ok, très bien. Moi, je partagerai bien entendu ces 2 contenus et le livre de Carnegie notamment, qui est un vieux livre, mais qui est toujours d'actualité. À quel point il est innovant et d'actualité, bien sûr. Sur deuxième petite question, sur une action pour agir dès demain dans le bon sens. Bon, moi, j'y vais pas par 4 chemins. Hein. Moi, on me connaît dans l'équipe, même Thibaut, et on a un troisième associé aussi, mais je suis un peu extrémiste écolo, soi-disant. Mais je pense que c'est le new normal. Donc, il faut mettre en place des changements radicaux de nos modes de vie au quotidien pour, pour créer une nouvelle normalité. Parce qu'aujourd'hui, la normalité d'aujourd'hui, de manger des produits animaliers, etc., d'acheter des produits transformés, suremballés, etc., c'est très radical, c'est très extrême, c'est très grave. Je pense, quand on a le choix. Et moi, on me conseille, devenez vegan, et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est juste qu'on a une pression sociale monstre. Dès qu'on sort ce mot dans un groupe d'amis, quel qu'il soit, voilà, on a beaucoup de barrières et c'est dommage parce que ça handicape énormément. Et je ferai une comparaison assez simple, c'est quand vous voulez apprendre une langue, soit vous avez un drôle d'accent et les gens se moquent de vous, soit ils vous disent attends, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est comme ça, regarde, je vais te... Et je dis ça parce que j'ai passé du temps en Chine pour apprendre le chinois et le fait que tu aies quelqu'un qui t'accompagne comme ça, au bout de 6 mois, soit t'as pas avancé du tout parce que tout le monde t'a bâché et a pas été sympa avec toi, alors que c'est quelque chose qui va t'aider à te construire et à t'améliorer en tant que personne, soit tout le monde t'a aidé et en 6 mois t'es bilingue et c'est incroyable. Donc c'est pareil avec le véganisme, il faut vous entourer de gens positifs sur tous ces changements qui sont importants et qui vraiment sont bénins. Une fois qu'on l'a fait, tout le monde se dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi. C'était tellement simple. Voilà, donc vegan et puis vrac aussi, faites vos courses en vrac, c'est la principale source de déchets plastiques à la maison, vraiment c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Oui, il faut cuisiner un tout petit peu plus, mais c'est vraiment quand on prend les habitudes, il y a 2 semaines de transition, 3 semaines, mais après ça devient très naturel et votre impact est réduit considérablement. C'est vraiment formidable ce que vous pouvez faire à l'échelle individuelle en mettant en place ces choses-là. Ouais, on est bien d'accord sur cette partie-là. Faut y aller step by step, mais c'est pas si difficile qu'il n'y paraît. Dernière petite question sur un invité ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast. Alors,
Bon, je pourrais citer Thibaut, bien sûr, mon cofondateur, et pas juste parce que c'est mon cofondateur, mais vraiment parce qu'on est très complémentaires. Et moi, si je suis côté opérationnel, juste côté vegan, etc., intéressant, engagement, lui est très market et puis aussi très activiste. C'est-à-dire même s'il n'est pas parfait dans sa consommation tout le temps, il est super engagé, il est super déterminé pour mettre les fautes de projecteurs sur des assos comme Callaway, etc. Et il sait faire, il est super doué, il est vraiment talentueux, donc ça peut être très intéressant. Après, pour sortir de notre écosystème SNC un peu et aller voir au-delà, bon, il y a plein de personnalités auxquelles je pense. Après, si, bien sûr, si tu l'as pas déjà fait, tu pourrais parler à Noël Boza, qui est le fondateur, pardon, de Zay Zero Eco Impact. Yes, il est déjà passé par le micro, mais je vous remettrai le lien, bien entendu, Ah, trop cool, mais je savais même pas. de l'épisode. Bah, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et pour tout te dire, c'est lui qui m'a aidé à avoir ce déclic dont je te parlais sur une terrasse du Ok, très Vieux-Port bien. il y a quelques années. Ok. La boucle est bouclée, comme on dit. Du coup, bien entendu, Thibaut fera partie des invités dans un futur, c'est certain, pour apporter d'autres facettes de Papa Outan et également avoir de vos nouvelles suite à Papa Outan, Nemo et les autres produits qui verront le jour par la suite. En tout Ouais, cas, je pense qu'il apportera beaucoup à ta communauté aussi. Tu ouais, verras sur des compétences beaucoup plus transversales aussi. Très je suis, intéressant. je suis persuadé. Je voulais te remercier pour ton temps, Loïc. Si on souhaite vous contacter, vous proposer, je sais pas, un produit ou travailler avec vous plus globalement, comment est-ce qu'on peut le faire? Ouais, alors n'hésitez pas, on est super ouvert parce que nous, on a notre agenda pour lancer des marques, mais on est tout à fait ouvert pour aider d'autres lanceurs, d'autres entrepreneurs. C'est vrai qu'on a quand même une boîte à outils assez sympa et puis des entrées en distribution qu'on serait très heureux de partager pour réfléchir à un partenariat. Donc écrivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr, faites simple, Instagram ou autre, ou sinon sur notre adresse mail, c'est contact@cnc.family et on sera un plaisir de vous répondre. Y a pas de problème. Surtout si vous bossez dans l'impact, ce sera avec un grand plaisir. Très bien, merci beaucoup Loïc. Je t'en prie, merci à toi Antoine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite.